Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous me découvrez. Je suis Dylan Moron, vidéaste et photographe. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et LinkedIn en rapport avec le business, avec mon parcours, avec la photo, avec la vidéo. Vous l'aurez compris, il y a plein de bonnes questions en programme, donc on commence dès maintenant avec la première question. Donc première question de Photo 911, tu filmes toujours à la main ou tu utilises un stabilisateur? C'est une très bonne question et pour ceux qui suivent mon travail, je pense que vous avez pu remarquer que la plupart de mes plans sont faits à main levée et non au stabilisateur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'adore le rendu organique que cette façon de filmer apporte. C'est aussi une manière pour moi d'être au plus près de l'action et d'être vraiment dans la scène au moment où je filme. Je trouve que ça m'apporte déjà beaucoup de flexibilité, de réactivité et ça apporte, je trouve, un côté authentique et réaliste, presque immersif. Et c'est vraiment l'effet que je recherche dans une vidéo, c'est de vraiment réussir à emmener le spectateur avec moi et je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'utiliser une caméra à main levée pour avoir cette sensation de proximité entre la vidéo et le spectateur. Cependant, je dois aussi vous dire que j'utilise parfois le stabilisateur, donc j'utilise le RS3 Mini 3 Pro, petit et compact. Franchement, c'est parfait pour moi, ça me permet de rester quand même assez flexible sur les plans. J'ai opté pour ce stabilisateur parce que je l'utilise que très rarement. Le prix ne justifiait pas le fait d'acheter un RS3 Pro par exemple. Après, il faut toujours prendre en compte l'intention, c'est-à-dire que chaque projet, chaque vidéo est différente. Le choix d'utiliser le stabilisateur ou la main levée est un choix aussi artistique et un choix d'intention. Filmer à main levée peut très bien ne pas être adapté à telle ou telle scène, suivant le message qu'on veut faire passer. Par exemple, si on veut filmer une personne qui marche, je trouve que filmer à main levée, ça apporte quand même une dimension un peu plus humaine et je trouve que ça permet une meilleure immersion du spectateur dans l'image, dans l'action. Alors qu'au contraire, imaginons une scène où on est dans un entrepôt, on a des lignes très droites, on veut suivre un sujet qui marche. Là, ça peut être cool d'être sur stabilisateur justement et de montrer à quel point l'entreprise est carrée, que tout fonctionne parfaitement. Donc pour vos prochains tournages, vous pourrez penser à ça, vous poser la question de qu'est-ce que je veux que le spectateur ressente et ça va peut-être déterminer si vous voulez faire un plan à main levée ou sur stabilisateur. Question de Jim. Je commence à travailler depuis 1 an en tant que créateur de contenu, mais je ne sais pas quel est le coût moyen d'une vidéo. Pour le moment, je demande entre 400 et 1000 euros. Pourrais-tu m'aider sur ce point? Alors Jim, je dirais que chaque vidéo, chaque projet est différent, donc ça serait difficile pour moi de te donner un tarif fixe. Personnellement, moi je peux te donner un petit exemple sans parler de coûts annexes, etc. Mais si je dois parler simplement de tarifs journaliers, je dirais que par exemple pour une journée de tournage et une journée de montage, ça représente à peu près déjà 1250 euros. À savoir que là on est sur un montant très brut. Faut pas oublier d'ajouter la musique, la pré-production, le matériel que tu vas utiliser pendant le tournage, les coûts de production, le nombre de livrables et de formats, etc., etc. Ça dépend aussi du support sur lequel ta vidéo va apparaître. Est-ce que c'est de l'interne? Est-ce que c'est de l'externe? Est-ce qu'il y a de l'achat de publicité derrière? Est-ce que c'est un spot TV? Il y a plein de facteurs à prendre en compte et c'est pour ça que aujourd'hui c'est très difficile pour moi de te donner un tarif exact sur lequel t'appuyer. Question de Pauline BHT. Comment as-tu commencé dans la vidéo et la photo? Alors justement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai réalisé une vidéo sur mon parcours où je vous explique notamment comment est venue cette passion pour la vidéo et la photo. Si mon parcours vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. Ça dure 10-15 minutes et voilà, je vous explique absolument tout mon parcours. Une nouvelle question de Messi Creative Mind. Comment as-tu fait pour trouver tes premiers clients? As-tu prospecté? Alors mon premier client, je l'ai eu grâce à un camarade de classe qui connaissait un ami à lui qui souhaitait démarrer une nouvelle marque française et qui avait besoin d'un lookbook photo. J'ai déjà un premier conseil à vous donner. Si vous voulez avoir vos premiers clients, concentrez-vous sur vos 2 premiers cercles. C'est-à-dire que le premier cercle, c'est le cercle proche. Donc tout ce qui va être la famille, les amis et les collègues. Et le second cercle, c'est les amis des amis, les amis de la famille, les amis des collègues. Et comme ça, en parlant un maximum de votre activité, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo, vous allez en fait maximiser vos chances d'avoir un contrat assez rapidement, plus rapidement que vous le pensez en tout cas. Parce que même aujourd'hui en 2024, le bouche à oreille, ça reste quand même l'outil le plus puissant. La deuxième chose à faire, c'est de faire de la prospection par mail.
ou autrement appelé le cold email, l'email froid pour les Français, c'est tellement nul. Donc là, l'idée, ça va être de vous introduire à une entreprise, à une marque, en présentant vos services, qu'est-ce que vous faites. Et ça permettra à l'entreprise déjà de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et le jour où elle aura un projet vidéo à réaliser, elle pourra donc faire appel à vous ou à d'autres personnes si vous êtes en concurrence. Mais dans tous les cas, c'est un excellent moyen de vous faire connaître. Et il se peut que parfois vous ayez beaucoup de chance et que l'entreprise que vous contactez recherche activement un photographe ou une vidéaste pour réaliser un projet vidéo dans les prochaines semaines. Et donc là, en fait, c'est bingo, c'est jackpot. Vous avez juste à saisir l'opportunité. Et troisième chose que vous pouvez faire également, c'est de la prospection email, mais active. C'est-à-dire que là, vous allez vendre une idée, un projet à une marque en particulier. Par exemple, l'un des 5 premiers contrats que j'ai pu avoir, c'était avec une marque de vêtements. Je leur avais vendu un petit package, photos et vidéos, clé en main, sur l'île de Madère. Pour vendre cette idée-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé un PDF que j'appelle un pitch deck, où j'expliquais le projet avec une petite note d'intention, ce que je comptais y faire, un mood board et les livrables que je comptais leur livrer. En plus de ça, je mettais également ce que moi j'avais besoin pour réaliser le projet, que ça soit la dotation produit et bien sûr la rémunération. Donc toutes ces informations envoyées dans un email au client et le client a plus qu'à prendre une décision. Donc c'était les 3 moyens qui m'ont beaucoup aidé à l'époque pour trouver mes premiers contrats. Question de Enzo RDGS. Salut Dylan, quel est ton process de montage pour les vidéos professionnelles? Alors Enzo, mon process de montage est assez simple. Une fois que la partie tournage est terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes clips sur DaVinci Resolve. Je vais les prendre un par un, je vais les mettre sur une timeline et je vais en fait sélectionner à chaque fois la partie qui m'intéresse le plus. Une fois que j'ai extrait l'essentiel de mes clips, ça va me permettre d'avoir déjà un grand aperçu de la matière que j'ai pour faire ensuite le montage. La seconde étape, c'est de trouver la musique. Donc premier cas de figure, j'ai déjà la musique, on s'est déjà mis d'accord avec le client sur la musique qu'on voulait utiliser au préalable. Donc là, c'est très simple, j'ai juste à commencer le montage avec cette musique-là. Deuxième cas de figure, je n'ai pas encore la musique et il va falloir que j'en trouve une. Dans ce cas-là, je vais sur Artlist et je vais aller venir piocher dans les playlists que j'ai déjà réalisées au préalable. J'essaie de me prendre 1 heure chaque semaine où j'écoute les nouvelles sorties et dès que je vois qu'une musique peut être intéressante pour un futur projet, eh bien je viens la mettre sur une de mes playlists. Et ça me permet de gagner beaucoup de temps quand il s'agit de trouver une musique pour un projet. Une fois la musique trouvée, c'est là que je vais commencer mon montage. Donc si j'ai déjà une idée bien précise de ce que je veux faire, ça va aller assez vite au niveau du montage. Dans le cas contraire, il va falloir que je fasse beaucoup d'essais. Ça peut prendre parfois un peu de temps, mais généralement ça va quand même assez vite. Une fois le montage pur terminé et validé au préalable par le client, c'est là que je vais venir faire mon étalonnage couleur. Donc j'utilise différentes LUT, différents power grades. Au fil du temps, j'ai pu sauvegarder des power grades que j'avais effectués sur des projets précédents qui me plaisaient. Je vais adapter l'étalonnage en fonction du client, en fonction du projet. Et l'étalonnage, c'est vraiment la partie que j'adore. Si je dois choisir l'une des parties concernant la post-production que j'aime le plus, je pense que ça serait très serré entre l'étalonnage et le montage. Une fois l'étalonnage terminé, je vais commencer le sound design. Parfois, je le fais avant l'étalonnage, parfois après. Ça dépend vraiment du projet et de comment je le sens. En soi, ça change pas grand-chose. Mais c'est un aspect de la vidéo à ne surtout pas négliger. C'est vraiment là où on va donner vie aux images, où on va donner de la profondeur à la vidéo et ajouter ce côté un peu plus immersif. Franchement, c'est une partie que j'adore également faire. C'est une partie qui prend également beaucoup de temps et d'autres personnes qui sont vraiment spécialisées dans le sound design le font beaucoup mieux que moi. Donc si j'avais une partie que j'aimerais déléguer, ça serait bien le sound design. Bien que j'aime cette partie-là, je trouve que c'est quand même time consuming. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Et une fois toutes ces étapes finies, c'est là où je vais venir faire mon export final. Ainsi que tous les exports secondaires s'il y a des formats spécifiques demandés par le client, que ce soit du 9.16, du 1.1, du 4.5 et j'en passe. Question de Gabstums, bon désolé pour la prononciation. Quel est le statut avec lequel tu te déclares pour être photographe et vidéaste? Alors je suis tout simplement en micro-entreprise, je crois que c'est le nouveau terme pour dire auto-entrepreneur. Les démarches sont assez simples, de mémoire maintenant il y a quelque chose qui s'appelle comme guichet unique des formalités entreprises. Il te suffit de te rendre là-dessus, d'utiliser simplement tes identifiants France Connect de mémoire, donc c'est tes identifiants qui sont liés à ton compte impôt
.gouv si je me rappelle bien, et tout se passe là-dessus. Tu fais ta demande en ligne et quelques jours ou quelques semaines plus tard, je sais plus exactement le délai, tu reçois ton SIRET avec justement voilà, ton numéro que tu pourras maintenant ajouter sur tes factures et te faire facturer par tes clients. Après, je suis loin d'être un spécialiste, j'imagine que tu peux trouver d'autres informations sur YouTube ou sur Google. En tout cas, il y a même des agences qui proposent leurs services pour faire la déclaration à ta place, mais par mon expérience personnelle, je dirais que ça vaut pas le coup. Prends quelques minutes de ton temps, fais des petites recherches et fais ta déclaration en ligne et je t'assure que tout va très bien se passer. Question de Pushy Super Trump. Est-ce que tu prends en compte le bilan carbone pour accepter ou non des contrats? Alors je ne sais pas si tu parles du bilan carbone de l'entreprise en elle-même ou si tu parles du bilan carbone que va représenter de faire cette mission-là, notamment au niveau des déplacements s'il y en a. En tout cas, sache que moi, dans 80% des cas, je vais privilégier le train pour mes déplacements professionnels. Il y a 3 raisons pour lesquelles je privilégie le train. La première raison, c'est pour des raisons écologiques, bien sûr. La deuxième raison, c'est parce que je peux travailler et me reposer dans le train et ça, franchement, c'est du luxe. Et la troisième chose, c'est que c'est un moyen économique de voyager partout en France. Ça reste dans la majorité des cas beaucoup moins cher que la voiture et beaucoup moins cher que l'avion. Après, dans les 15% restants, ça va être probablement la voiture et ensuite, les 5%, ça va être l'avion. Et généralement, c'est quand j'ai pas le choix. Par exemple, quand j'étais tourné au Québec maritime, je n'avais pas le choix de prendre l'avion. C'était le seul moyen que j'avais pour me rendre là-bas. Donc j'espère que ça répondra à ta question. Après, pour ce qui est du bilan carbone des entreprises, écoute, j'ai jamais vraiment eu affaire à une entreprise dont le bilan carbone était désastreux, à moins que je n'en ai pas l'information. Tu me corrigeras si c'est le cas. Mais si demain, une entreprise avec un bilan carbone dégueulasse vient me contacter, tu peux être sûr que ma réponse, ça va être non, merci, ciao. Prochaine question de Explore à perte de vue. Quelle est ta méthode pour trouver des clients? Alors j'ai plusieurs méthodes pour trouver des clients. La première dont je voulais vous parler, c'est LinkedIn. Je trouve qu'aujourd'hui en 2024, enfin j'y suis depuis 2023 déjà, je poste régulièrement 2 à 3 fois par semaine, en étant très régulier et j'ai pu avoir déjà un retour sur investissement, entre guillemets, c'est un investissement personnel pour le coup, plutôt bon. J'ai eu pas mal de contrats notamment grâce à LinkedIn. Et au-delà des contrats, en fait, c'est juste un super moyen pour nouer des liens avec d'autres créateurs qui peuvent t'amener aussi des opportunités de business si jamais ils travaillent sur un projet et qu'ils ont besoin d'aide. Il y a également aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans des agences, des boîtes de prod. Et ça, c'est vraiment très cool d'être en contact avec elles parce que demain, si jamais elles ont un projet et qu'elles recherchent un vidéaste, bah, ça te permet d'avoir une chance de travailler avec eux par exemple. Le deuxième moyen, j'en ai déjà parlé avant, c'est la prospection par mail. Donc je pense que ça sert à rien que je me répète sur ce coup-là. Ensuite, la troisième méthode, ça va être mon site internet. Bien qu'il m'apporte pas beaucoup de traction en termes de clients, j'ai pu voir que ça commençait tout doucement à venir, que je commençais tout doucement à avoir des requêtes qui provenaient de mon site internet et du formulaire. Mais au-delà de ça, en fait, ce que j'aime avec mon site internet, c'est que c'est ma vitrine, c'est mon petit chez moi entre guillemets. C'est là où je vais mettre vraiment le meilleur de mon travail et c'est là où je vais pouvoir vraiment m'exprimer, exprimer mon image de marque personnelle. C'est vraiment quelque chose de très important et je vous recommande justement de bien bosser votre site internet. Et s'il faut, faites appel à un pro. Ça sera toujours mieux si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Sinon, faites comme moi. Allez sur Squarespace, c'est génial. Et la quatrième méthode, j'en ai également parlé dans les questions précédentes, c'est le réseau pro et le réseau perso. Le bouche à oreille en 2024, ça reste toujours l'outil, selon moi, le plus puissant. Et ensuite, si je devais donner une méthode un peu plus générale, je dirais, là j'ai ciblé LinkedIn, mais je dirais les réseaux sociaux en général, puisque voilà, on n'est jamais à l'abri qu'une personne tombe sur votre Instagram, sur votre TikTok, sur votre YouTube, sur votre... Peu importe, il y a tellement aujourd'hui de plateformes pour communiquer et pour montrer son travail. Ne négligez pas ça, c'est gratuit et ça peut vous apporter du business, donc foncez. Ensuite, question de Kevin LRT, vas-tu enfin être régulier sur YouTube? Oui, oui et oui, je vais être régulier sur YouTube, c'est promis. Non, plus sérieusement, j'avais commencé en 2023 à réaliser quelques vidéos et j'ai très vite abandonné parce que j'avais tenté l'aventure en faisant des vidéos en anglais, langue avec laquelle je suis assez à l'aise. Mais le problème, c'est que ça me prenait beaucoup de temps de réaliser ces vidéos-là parce que c'était pas aussi fluide, c'est pas ma langue natale, bien que je la maîtrise, c'est pas pareil. Quand je parle, j'ai pas l'impression d'être moi-même, déjà que c'est difficile
de faire des vidéos seul en parlant devant sa caméra comme je le fais là aujourd'hui. Imaginez le faire en anglais. En plus de ça, vous devez parfois chercher vos mots, enfin refaire des prises. Déjà que je les refais déjà pas mal en français. Je vous laisse imaginer un peu le bordel en anglais. Donc j'ai très vite été découragé et j'ai complètement arrêté de réaliser des vidéos. Mais cette année, j'ai décidé de retenter l'aventure YouTube et je ne vais pas lâcher cette aventure-là. Je prends déjà pas mal de plaisir à faire ces vidéos-là. Ça me permet également de travailler mon aisance orale devant une caméra et plus en général dans la vie de tous les jours. Et j'ai vraiment l'envie déjà de partager cette aventure de vidéaste et photographe avec vous, qu'on puisse entre guillemets échanger ensemble et grandir ensemble. Et si je peux en plus vous apprendre des choses, ça serait parfait. Question de Mathias Bjorn: quel est le meilleur moyen d'avoir des clients au début de son activité? Alors je dirais que le meilleur moyen d'attirer et d'avoir des clients au début de votre activité, c'est déjà de se construire un portfolio assez solide. Et vous allez me dire, comment créer un portfolio si on n'a pas de clients? L'idée en fait, c'est d'être assez proactif dans cette démarche-là et c'est ce que j'ai pu faire moi au départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des clients si vous n'avez rien à leur montrer. Un portfolio, c'est vraiment ce qui va crédibiliser vous en tant qu'artiste professionnel et ce qui va aussi crédibiliser votre activité, votre entreprise. Donc ce que je vous invite à faire si vous n'avez pas de clients, c'est par exemple de faire des spec work. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez choisir par exemple une marque et vous allez shooter pour la marque comme si c'était un vrai shoot. Pour ce faire, par exemple, imaginez que vous prenez une marque de vêtements, prenez par exemple une de vos amies ou un de vos amis qui souhaite jouer le modèle pour ce shoot là, et l'idée c'est que vous allez faire vraiment un shoot comme si vous étiez en conditions réelles pour la marque. Comme ça va vous permettre de construire votre portfolio petit à petit, et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vous pouvez tester plein de choses parce que du coup vous n'avez pas le client qui est à côté de vous et vous êtes vraiment libre dans vos choix artistiques et dans votre manière de faire, et ça franchement c'est génial. Et les clients n'y voient que du feu parce qu'au final, eux, ce qu'ils voient, c'est le produit fini. Je pense qu'au final, ils s'en fichent de savoir si vous avez travaillé pour telle ou telle marque. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir ce que vous êtes capable de faire, que ça soit en conditions réelles ou non. Ils veulent voir le produit fini. Si par exemple votre but à vous c'est de faire des films d'entreprise, ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir dans votre cercle proche, que ce soit la famille, les amis ou les collègues, et voir s'il n'y a pas une personne qui serait intéressante à filmer. Et proposer à cette personne-là de lui réaliser gratuitement un petit film d'entreprise afin que vous puissiez construire votre portfolio et ensuite aller chercher des contrats rémunérés par la suite tout en étant crédible aux yeux de vos clients. Ensuite, je m'excuse pour toutes les prochaines questions. J'ai malencontreusement oublié de noter les noms et je ne retrouve pas les noms qui correspondent aux questions. Donc je tenais à m'excuser auprès de vous. J'espère que vous m'en voulez pas. On commence de suite avec la première question. Pas trop difficile de faire de sa passion un travail. La flemme des fois. Je dirais que le plus difficile, c'est de transformer sa passion en un métier. Une fois qu'on a passé ce cap-là, je dirais que c'est que du bonus. Après, je vais pas vous le cacher, c'est pas un métier facile, très loin de là. Il y a vraiment un gap entre passion et en faire son métier, et franchement c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir un mental assez solide selon moi, parce que déjà d'une, on est souvent confronté à soi-même, on est souvent seul à prendre des décisions. En plus de ça, on est aussi confronté à l'insécurité financière. Il faut bien savoir gérer les temps forts et les temps faibles, parce que bien sûr qu'il y a des temps creux durant l'année, notamment janvier, février, c'est généralement les mois qui sont creux. Pareil pour la période d'août, il faut savoir gérer les flux d'argent pour pouvoir pallier à ces périodes creuses là. Après, c'est pour moi le meilleur métier au monde dans tous les cas, parce qu'il n'y a pas une journée où je me réveille où je me dis j'ai la flemme de bosser. Donc ça va répondre à ta question. Est-ce que tu as la flemme des fois? Franchement, non. Et quand ça m'arrive, c'est juste que j'ai besoin d'une pause, parce que c'est un métier qui est très stimulant, prend beaucoup de place mentalement dans la vie de tous les jours. Quand je vais courir, je pense à ça. Quand je vais à la salle de sport, je pense à ça. Quand je conduis, je pense à ça. Bref, dans toutes les scènes du quotidien, je pense à ça. Donc c'est très bouffant en termes de ressources mentales. Mais franchement, si t'es passionné et que t'aimes ça, c'est juste du kiff en fait. Il faut juste savoir faire quelques petites pauses parfois et s'accorder des pauses. C'est vraiment ce que j'essaye de faire depuis peu. Et franchement, c'est super bénéfique. Question de je ne sais toujours pas qui. Tu as travaillé avec des clients super intéressants.
comment ça s'est fait, démarche, agence. Alors je sais pas de quel client tu parles en particulier, même si je pense avoir déjà une petite idée. Et c'est vrai que sur les 2 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler avec des clients qui me rendent assez fier aujourd'hui, qui sont Lego, Rossignol, Leclerc, SNCF, Getaround et j'en passe. Et pour répondre à ta question, ça peut varier. Par exemple, pour ce qui est de Lego, Leclerc et la SNCF, je travaille avec eux via le biais d'agences. Ensuite, pour Rossignol, c'est différent, c'est-à-dire que je les ai contactés pour leur vendre un projet. Getaround, c'est le même principe, on les a contactés avec mes amis de chez Moustache Film pour leur vendre un concept de vidéo. Et pour le client que j'ai oublié de mentionner, c'est Moustache Bikes qui est directement venu vers moi via la plateforme Malt. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas, Malt, ça peut être aussi un excellent moyen de trouver des clients. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette plateforme-là et à vous créer un profil également. Prochaine question. Te sens-tu plus sûr de toi maintenant ? Félicitations pour ces dernières années. Donc j'aurais aimé pouvoir mentionner ton nom, désolé, mais en tout cas merci beaucoup pour ton message, ça fait super plaisir. Je dirais que j'ai toujours été plus ou moins une personne qui avait assez confiance en ses capacités, en ses compétences pour plein de choses, que ça soit par exemple réussir un examen ou réussir un entretien d'embauche. Après, si on parle purement de mon métier de vidéaste et photographe, c'est sûr que je suis un peu plus confiant qu'au début, notamment lors des calls clients. Je sais où je veux aller, je sais les questions que je veux poser. C'est vrai qu'au début de mon activité, quand j'ai commencé, j'apprenais en même temps que je réalisais des calls clients, donc c'était pas aussi fluide que ça peut l'être maintenant. Donc je dirais que oui, en termes général, j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui, même sur le terrain. Aujourd'hui, j'arrive quelque part, je sais ce que j'ai à faire, je connais parfaitement ma caméra, je sais comment diriger des modèles s'il faut. Après, j'arrive aussi à un point de bascule où je me dis que j'ai envie d'évoluer, de step up et de vraiment aller travailler avec d'autres personnes sur des petites, moyennes équipes pour réaliser des plus grosses productions. Mais c'est là où j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et un peu ce manque de confiance encore. Et j'ai vraiment pour objectif cette année de réaliser plusieurs tournages en petites, moyennes équipes pour vraiment passer ce cap, passer cette peur en fait. Et je sais très bien que derrière une peur en fait, c'est quelque chose qui sera bénéfique. Donc j'ai vraiment envie d'aller au-delà de ma zone de confort cette année pour déjà d'une produire des vidéos d'encore meilleure qualité parce que seul c'est parfois difficile de réaliser tout ce qu'on a en tête, et en équipe quand chacun est à son poste, chacun est dans sa zone de génie entre guillemets, et bien c'est là où on peut justement aller chercher des trucs beaucoup plus qualitatifs. Que fais-tu lorsque tu commences un projet et que tu commences à penser que le résultat ne te plaira pas? Très bonne question. Dans tous les cas, que ça soit un projet pro ou un projet perso, que ça me plaise ou non, je vais terminer le projet et je vais faire de mon mieux pour que le résultat à la fin soit le meilleur possible. Ça veut dire certainement passer beaucoup plus de temps sur la partie montage et essayer de trouver des solutions pour pallier à ça en fait. Mais attention par contre, petit point, si ça ne me plaît pas, ça veut pas dire que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ça veut tout simplement dire que personnellement, je ne prends pas plaisir à faire ce que je fais. Et en toute honnêteté, ça m'est déjà arrivé de faire un projet où j'avais vraiment aucun plaisir à réaliser ce que je faisais. Mais c'est mon métier. Mon métier, c'est de répondre à une commande. J'ai réalisé la commande, j'ai fait de mon mieux, j'ai rendu quelque chose de qualitatif. Le client était content. Et puis voilà, fin de l'histoire. Mais par contre, c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant sur mon site internet parce que c'est pas quelque chose pour lequel je souhaite être recruté dans le futur. Alors bien sûr, si les clients me contactent et qu'ils souhaitent ça, ok, je vais le faire. Mais le moins j'en ai, le mieux c'est. Et dernière question, quels sont tes voyages prévus pour 2024? Alors j'ai déjà plusieurs voyages de prévus cette année, le premier étant la Nouvelle-Zélande. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir à quel point la Nouvelle-Zélande c'est un pays très spécial pour moi. J'ai déjà passé 2 années en Nouvelle-Zélande. La première année en tant que PVT où j'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied via le Teraroa Trail, et la deuxième année avec un visa de travail en tant que barista dans un café au milieu des montagnes dans le petit village de Lake Tekapo. Donc j'y retourne cette année avec ma copine, on s'est rencontrés là-bas, donc autant vous dire que c'est un moment assez spécial pour nous deux. On y retourne principalement pour aller célébrer le mariage de 2 de nos amis pour lesquels je vais faire leurs photos de mariage. Et bien sûr, pendant ces quelques semaines, 4 exactement, on va passer la majorité de notre temps dans l'île du Sud. C'est un lieu magique, un lieu spécial pour moi en tout cas. Tellement de choses se sont passées là-bas et j'ai tellement de bons souvenirs et j'ai tellement envie de redécouvrir ces lieux qui sont familiers et aussi de découvrir de nouveaux. Et je suis trop impatient de retourner dans ce pays. Ensuite, le deuxième voyage qui est prévu, c'est en Écosse,
début juin. Je repars avec Vanessa, vous la connaissez peut-être sous le nom de Le Blog Cache Pistache sur Instagram. Je suis parti avec elle au Québec maritime et à Coutances. Et cette fois-ci, on s'en va en Écosse dans les Highlands avec un partenaire qui nous ont mis à disposition un 4x4 dans lequel on va pouvoir réaliser un road trip à travers les Highlands et ça va être génial. Et pareil, j'ai très hâte de retourner en Écosse parce que ce pays est absolument sous-coté. C'est absolument incroyable. Ça m'avait notamment rappelé des paysages un peu néo-zélandais dans l'esprit. Si vous avez jamais mis les pieds en Écosse, je vous recommande vraiment ce pays. En plus de ça, les Écossais sont très cool. Et le prochain voyage aura certainement lieu en août, mais là, j'ai aucune idée d'où on va aller. Je partirai avec ma copine. Je ne sais pas où encore. Je prends le temps de la réflexion. Peut-être en Suède, peut-être en France dans les Alpes, peut-être en Bretagne, peut-être, beaucoup de peut-être. Rendez-vous en août. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo FAQ. J'aurai certainement l'occasion d'en refaire quelques-unes, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup à réaliser d'autres vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!